et au moins certains occupent de postes de responsabilité. Ils sont ministres, ils sont députés, Mandataire. ils sont mandataires. Ils ont tout eu pour aider ce pays. Mais ils se taisent. Tu sais, dans leur idée, quand ils se taisent, ils se disent, dans leur imagination infertile, Nanga va venir, s'il vient, moi je vais fuir, je vais aller où? Vaut mieux que je puisse me taire, comme ça quand Nanga viendra, je pourrais dire nous. En fait, c'est un appel de pied à Nanga. Ouais, c'est pour dire nous soutenons les pouvoirs, ceci, cela. Ils auront des postes. C'est ça leur idée. La transhumance. Voilà. Ils ont déjà changé de camp plusieurs fois. Ils étaient avec Mobutu. Ça ne les a pas gênés d'être avec Mouzé, Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils sont avec Félix Tshisekedi. Et ils seront avec les prochains. C'est ce que j'essaie de dire à notre président. Il s'appelle Donald Kabasele, je dirais plutôt Maître Donald Kabasele parce que c'est un avocat de profession, cadre du parti présidentiel, mais il aime bien qu'on les présente comme un militant des sous-les-bois. Maître Donald Kabasele, bienvenue dans le jeu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à 2 millions de téléspectateurs qui seront en train de nous suivre en ce moment, et plus particulièrement à nos combattants de l'UDPS et à nos frères et sœurs qui croupissent sous une misère sans pareil dans la partie est de notre pays. Vous l'avez dit, l'actualité en Afrique et même dans une certaine mesure dans le monde reste dominée par la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mais finalement, ça devient une vieille nouveauté. Ça fait bientôt 30 ans, 3 décennies que c'est les mêmes refrains, les mêmes discours. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans cette partie de la République démocratique du Congo? Ce qui se passe, c'est qu'il y a un complot, ça c'est sûr. Il y a un grand complot contre notre pays. Beaucoup ne le réalisent peut-être pas. C'est une question qui a cessé d'être une question personnelle. Ça veut dire accoler à un dirigeant. C'est un complot contre notre pays et je n'ai pas besoin de rappeler que depuis, on va dire, l'opération turquoise, en 1994, vous vous rappelez qu'il y avait une expédition au Rwanda qui consistait à voir le président Habyarimana partir pour avoir le sanguinaire que nous avons aujourd'hui, Paul Kagame. Et pendant ce temps, lors du génocide qui est devenu une justification pour le Rwanda, un fonds de commerce qui leur permet d'entrer dans toutes les ambassades, ils ont réussi à faire entrer dans notre pays plus de 3 millions de Rwandais, avec armes et munitions, et avec enfants. Et ça dure aujourd'hui 30 ans, depuis que l'ONU a décidé en 1999 de déployer la plus grande mission des Nations Unies pour la paix et la stabilité. Vous savez, on a commencé avec MONUC, on est arrivé à MONUSCO, tout ça avec plusieurs résolutions, plusieurs résolutions du Conseil de sécurité qui n'ont jamais produit un seul résultat. En bref, c'est l'idée de balkaniser ce pays qui est en train d'être exécutée, parce que vous avez aujourd'hui la partie est du pays qui est sous la gestion du Rwanda, malgré que le monde s'exclame, malgré qu'il y a eu plusieurs décisions, malgré que tous les États du monde reconnaissent qu'il y a un agresseur qui est le Rwanda, personne ne fait rien du tout. La RDC est abandonnée à son triste sort. Par le vouloir, on va dire, de velléité expansionniste de ces criminels qu'on appelle Kagame, et qui fait tout, comme dans un monde où il n'y a pas de règles. Je l'ai même dit dans une tribune que le droit international a cessé d'exister. En regardant ce qui se fait en RDC,
en essayant de regarder ce qui s'est fait en Ukraine, en essayant de regarder ce qui s'est fait entre Israël et ses voisins, on comprend qu'il y a beaucoup plus la volonté de changer le mandat de l'ONU. Parce que je trouve que la paix et la sécurité dans le monde sont tellement menacées, mais l'ONU n'est pas capable de faire quelque chose. Même les recours au chapitre 7 de la charte qui organise l'ONU, ces recours se révèlent impuissants devant la complicité des acteurs. Ça veut dire, l'ONU étant un rassemblement des États qui se veulent être égaux, ces États-là, selon l'esprit de la charte, il y a de puissances dans l'ONU qui soutiennent des guerres en dehors de l'ONU et qui rendent cette ONU-là impuissante de faire quoi que ce soit. Donc moi je pense qu'il faudrait plutôt que de recourir on va dire aux manœuvres de l'ONU elle-même, il faudra voir comment rendre cette ONU indépendante des États pour pouvoir imposer la paix et la sécurité dans le monde. Mais maître, vous venez là débrosser un tableau sombre qui peut être assimilé à un aveu d'échec, à l'instar d'un corps humain qui a des anticorps. Un État moderne, à ce qu'on appelle inarmé, pour sécuriser ses frontières. Mais visiblement, vous sous-traitez, vous ramenez cette responsabilité à l'ONU, une façon de dire que la République démocratique du Congo n'a pas d'armée? Ce n'est pas ça. Nous avons de vaillants soldats. Mais que font-ils? Je félicite. Écoute, ici, nous sommes dans un cas où il y a une complicité dans le monde. D'abord, nous revenons d'un embargo. Ça veut dire que la RDC ne pouvait plus acheter des armes. Alors que menacé, il y a à peine 5 ans, non, il y a à peine 3 ans, qu'on a levé l'embargo sur la RDC. Ça veut dire de notification. Ça veut dire, depuis 27 ans, la RDC qui était agressée, menacée, n'était pas en mesure d'assurer sa sécurité. Parce que ne pouvons pas acheter des armes. Ça, c'est d'abord un. Ça veut dire que vous pouvez avoir 1 million de militaires, mais si vous n'avez pas des armes, si vous n'avez pas des armes à la pointe de la technologie, l'adversaire, même s'ils sont à 5000, avec tout le moyen technologique qu'il faut, votre armée sera, on va dire, légère, elle ne sera pas forte. Alors, on a tout fait avec le président Tshisekedi pour que cet embargo soit levé. Mais écoute, la levée de cet embargo se suit avec la procédure de la notification préalable. Ça voudrait dire que, bien qu'ayant levé l'embargo, si nous avons besoin d'acheter des armes, nous devrions dire quelle capacité d'armes on achète. Notification. Quelle bombe on peut se procurer et quelle grenade on peut. Ces informations sont gérées par des gens qu'on suspecte de financer la guerre. C'est la même ONU. Mais bien sûr, parce que je vous dis que le Rwanda est bien soutenu. Quand il faut donner des drones au Rwanda, on donne. Quand il faut donner des renseignements au Rwanda, ils ont tout ce qu'il faut. Mais nous, on n'est pas d'abord... on n'est pas à même d'acheter tout ce qu'on veut parce qu'on doit d'abord notifier. La commission de notification doit statuer pour savoir est-ce qu'on peut nous procurer ces armes-là ou pas. Au moment où, au Rwanda, ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent. S'ils ont besoin de mitraillettes, s'ils ont besoin de bombes, s'ils ont besoin de missiles, s'ils ont tout ce dont ils ont besoin, ils peuvent s'en procurer. Donc c'est d'abord ça qui rend notre armée faible. Deuxièmement, et d'ailleurs c'est le point le plus culminant d'ailleurs de la chose, c'est que après la mort de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, en 2001, ceux qui combattaient Mouzé pour son idée et son esprit indépendantiste, ces gens se sont retrouvés à Sun City. Ils ont décidé qu'ils aient des quotas.
Alors qu'on savait que certains étaient soutenus par le Rwanda, mixage, brassage. Certains par le Burundi, et même à l'époque l'Ouganda. Vous voyez, certains d'ailleurs même avec la Centrafrique. Tous ces gens avec leurs militaires ont intégré l'armée. Mixage. On a fait le mixage. On a brassé. Ça continuait comme ça à chaque fois qu'on avait une attaque. Il fallait signer des accords qui débouchaient sur un brassage, un mixage. Il y a eu même de partage de responsabilités au niveau d'armée entre la RDC et le Rwanda voisin. Ces opérations se sont répétées. Au fil des ans, nous avons une armée faible, avec des généraux qui n'obéissent qu'aux ordres du Rwanda, avec des colonels qui font tout avec le Rwanda. Et puis, même les commandements au niveau du Nord Kivu étaient partagés entre la RDC et le Rwanda. Au Sud Kivu, la même chose. Des faramineuses sommes d'argent étaient versées chaque mois au Rwanda comme récompense de l'aide que le Rwanda aurait apportée à la RDC en ramenant Mouzé ici au pouvoir. Joseph Kabila s'était engagé à payer tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que le président Tshisekedi a fait beaucoup d'efforts pour recruter dans l'armée, mais quand on recrute dans l'armée, on ne devient pas tout de suite général, on ne devient pas tout de suite colonel. Nous avons des hommes de troupes qui sont là, mais on ne peut pas se passer des généraux que nous avions pendant tout ce temps. On ne peut pas non plus se passer de colonels pour ne pas tomber dans la discrimination raciale, parce qu'il y a effectivement des tribus qui sont très, très représentées au niveau du commandement de l'armée. Et ces tribus, chaque fois qu'il y a des mesures qui sont prises contre eux, ils crient à la stigmatisation, ils crient au rejet et tout ça. Et donc, on doit faire avec tout ça. Et donc, c'est ça maintenant qui fait que notre armée soit faible. Et le faible, elle était faible parce que non seulement que les commandements faisaient défaut, non seulement on n'avait pas l'armement qu'il faut, mais nous avons eu à un certain moment une armée qui ne respectait que les ordres venant de l'autre côté du Rwanda. Mais là, c'est flippant ce que vous dites. Apparemment, notre armée n'est pas à la hauteur des enjeux. Que faire maintenant? Nous sommes défaitistes et les pays restent à venir. Non, en fait, ce qu'il faut, je l'ai dit toujours, notre plus grand chantier dans notre pays, je l'ai conseillé d'ailleurs au président Félix Tshisekedi. Je préfère encore qu'on mette le 50% de nos ressources à constituer l'armée. Mais pendant 6 ans, vous ne l'avez pas fait. Hein? Je donne, c'est un conseil. 6 ans de votre règne, hein, vous ne l'avez pas fait. S'il vous plaît. La priorité était ailleurs. Il y a 6 ans de règne, bien sûr. Oui. Mais pendant ces 6 ans de règne, tout était prioritaire. Mais pas, sauf l'armée. S'il vous plaît. Tout était prioritaire sauf l'armée. Non, aujourd'hui, l'armée compte un budget de plus d'$1 milliard. Qui n'a pas servi à grand chose. À l'époque, c'était 50 millions. Mais les 1 milliard là, on servi à quoi? À l'époque, c'était 50 millions. C'était 20 millions. Aujourd'hui, c'est 1 milliard. Ça veut dire que c'est un pas de géant. Ça veut dire que le président Tshisekedi est l'unique qui a compris les enjeux. Il a compris qu'il faut y investir. Il faut y travailler. Mais moi, je trouve que 1 milliard, c'est encore peu. Il fallait aller jusqu'à 50% de notre budget. Pourquoi pas arriver à 10 milliards comme budget militaire? Ça doit consister en quoi? Ça doit consister au recrutement de nos soldats en pensant aux espaces qui n'ont rien à voir avec la guerre. L'Équateur, les Kasaï. L'Équateur, Bandundu, Bakongo, le Kasaï. Il fallait beaucoup plus insister sur le recrutement dans ce coin, avoir un grand nombre de militaires, s'allier avec une puissance, carrément. Il faut se déterminer. Notamment la Russie.
il faut se déterminer. Au fait, je vais devoir essayer de dire ce que moi je pense. Nous avons de très bons rapports avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons de très bons rapports avec la France. Avec la Chine. Avec la Chine. Ben, je parle sur le plan sécurité et tout ça. On n'est pas très en collaboration avec la Chine. Même avec la Russie. On n'est pas non plus très en collaboration avec la Russie. On est avec les États-Unis, avec l'Angleterre, avec tout ça. Nous devrions, c'est vrai que le monde a deux blocs. On peut l'ignorer, mais je pense qu'on est dans les époques presque de la guerre froide. Il faut reconnaître qu'il y a deux blocs. Il y a le bloc occidental, avec en tête les États-Unis, et il y a le bloc oriental, avec en tête la Russie du président Vladimir Poutine. C'est un peu les BRICS. Hein? Le BRICS, on va dire, c'est même ça l'esprit de créer le BRICS. En fait, dans le monde, les relations entre les nations ne sont pas des relations d'amitié ou d'amour. Ça, c'est vrai. Ou des petits... On n'a pas d'ennemis, on n'a pas non plus d'amis, on n'a que des intérêts. Les Américains ont besoin d'imposer leur hégémonie, leur leadership dans le monde. Ce qui n'est pas mauvais pour eux. Les Russes aussi, ils ont besoin d'imposer la même chose. Mais quand je regarde les comportements dans ces deux blocs, ceux qui sont avec les Russes sont en paix que ceux qui sont avec les Américains. C'est vrai que pour notre pays, le cas il est exceptionnel. Depuis l'époque de la conférence de Berlin, de 1885, nous étions une zone de libre-échange. Ça veut dire... On doit même appeler l'EIC, l'État indépendant du Congo, à sa naissance. Voilà. L'État indépendant du Congo, ça veut dire la France devrait venir puiser. D'ailleurs, la France avait un droit de préférence. La Belgique, l'Allemagne, le Portugal, tous les conférenciers de Berlin. Ils devraient être là pour s'accaparer des ressources. Je sais que peut-être c'est l'enjeu. Le président de la République s'est dit, si ce pays bascule vers la Russie, ça risque de créer une guerre. Ah oui, hein. Ça risque d'énerver l'autre camp. Ça veut dire, si on réfléchit comme ça, c'est qu'on essaie d'ignorer que c'est notre pays. Dans tout le cas, c'est notre pays. C'est nous qui savons quoi décider pour notre pays, peu importe ce qui pourra arriver dans le monde. Poutine, quand il s'agit de la sécurité de son pays, il s'en fout de ce qui va se passer dans le monde. Je ne le vois pas, tous ces gens aller déranger Kim Jong-un en Corée du Nord. Les Coréens. Ils le respectent. Pas parce qu'il est beau, vous voyez, mais c'est parce qu'il est fort. C'est parce qu'il a l'arme nucléaire. L'Iran est respecté au même titre. L'Israël est respecté. Pour que nous, on soit respectés, nous devrions avoir des alliés qui peuvent nous fournir des armes comme ils le font avec l'Ukraine, comme ils le font avec l'Iran. L'Iran, la Russie et les autres sont en train d'aider les Liban. Ils fournissent des armes aux Libanais pour se protéger. Voyez-vous? Nous devrions quitter nos positions diplomatiques. Nous devrions vraiment nous dire que c'est notre survie en tant que pays qui est menacée. Nous devrions nous dire que nous risquons de disparaître. Nous devrions nous dire ça. Mais c'est vraiment donner un coup de poing à l'essaim d'abeilles avec toutes les conséquences. C'est à notre péril, en fait. Nous périssons déjà. La réalité, c'est qu'on périt déjà. Et on est à 15 millions de morts. Et c'est suffisant. Ça nous coûte quoi de mourir tous et de les laisser ces pays? Ça ne nous coûte rien. Parce que aujourd'hui, on attend qui va mourir le suivant. Aujourd'hui, à l'est du pays, ils vivent dans une insécurité totale. Permanente. Ils ne savent pas demain c'est qui meurt.
Et nous, on doit rester dans le confort de nous dire, si on fait ça, les Américains vont dire ceci, ils vont dire cela. Non! Nous devions nous lever et définir ce qui est bon pour notre peuple. Tous les Congolais qui meurent chaque jour, c'est une perte qui nous est infligée. Notre vie ne représente plus rien, John. On doit les considérer comme ça. Les nations du monde n'ont aucun respect pour les Congolais. Ils peuvent mourir à 10 millions, 5 millions, c'est pas leur histoire. Pourquoi on doit avoir peur de la guerre mondiale? Les victimes de la guerre mondiale, c'est ce qu'il y a eu à l'Est. Autant de victimes. On est à 18 millions aujourd'hui. La guerre mondiale, il y a eu combien de morts? Qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qu'on craint? Les rebelles ont occupé l'Est du pays. Rien ne les empêche aujourd'hui, avec toute la complicité qu'il y a, à venir jusqu'à Kinshasa tuer les gens. Nous, on réfléchit pourquoi. Les résolutions se prennent. Il y a un roi qui défie le monde entier, qui refuse de respecter ces résolutions. Personne ne fait rien. Ah, il est devenu roi. Mais Kagame, c'est un roi. Mais curieusement, les résolutions, les sanctions commencent à tomber. Les sanctions commencent à tomber. Ça ne lui dit, bouge, hein? Ça ne lui dit, non seulement que ça ne lui dit rien. J'ai vu les Congolais se réjouir. Oui, bien sûr, on se réjouit. Naïvement. Non, pas naïvement. C'est des grandes avancées. Trouver des résolutions de l'ONU qui condamnent, c'est une grande avancée diplomatique. De l'Union européenne, c'est de grandes avancées diplomatiques. Je ne minimise pas ces résultats. Avec quel impact? Mais j'essaye de voir la souffrance qui continue chaque jour. Je me dis, il ne devrait pas se limiter à prendre une résolution. Il devrait agir. Vous voyez? Et comment ils doivent agir? C'est effectivement quitter le Rwanda. Quitter le Rwanda, c'est arrêter de donner des armes au Rwanda. C'est retirer leurs instructeurs qui sont dans les rangs des Rwandais. On l'a vu à l'est du pays, les Rwandais qui sont arrivés avec des mercenaires blancs, ainsi de suite, qui étaient des instructeurs, des professionnels. Arrêter de soutenir le Rwanda, c'est effectivement obliger le Rwanda à se retirer. Je vais te raconter une anecdote. En 2012, les combats éclatent. Goma est récupéré. Pendant plus d'un mois. Alors, il y a un diplomate qui raconte qu'il a suffi d'un seul coup de fil du président américain de l'époque. Pour que les Rwandais... C'était Barack Obama. Ouais, 2012, Obama. Il leur a dit seulement retirez-vous. Ça a été fait. Ça a été fait. En fait, la complicité est telle qu'on nous fait croire qu'on a pris une résolution. On essaie de dire, c'est pas nous, c'est le Rwanda. Nous avons déjà pris la résolution. Les Rwandais ne veulent pas exécuter. En fait, c'est un double jeu. Je vis une scène macabre. C'est de la duplicité. Ça. Je vis une scène macabre que tous les Congolais ont vu. Les militaires rwandais en train de désarmer les casques bleus de la MONUSCO. En pleine ville. Ils sont descendus. On les a désarmés. On a pris toutes les armes de militaires de la MONUSCO. Que devient l'ONU? L'ONU devient quoi? L'ONU devient quoi? L'ONU est affaiblie. Parce qu'il y a le Rwanda derrière. L'ONU devient faible. Les casques bleus d'autrui là, je m'en moque, je m'en plains d'ailleurs. Je sais qu'ils sont piégés comme Bintou Keïta. Mais maître, il y a péril dans la demeure. Oui. On ne peut pas compter sur la communauté internationale. Ouais. Notre armée, dans son état actuel, d'après vous, on ne peut pas non plus compter sur elle. Mais que faire maintenant, maître Donald Kabasile? Nous comptons, la case brûle. S'il vous plaît, nos militaires se battent. Nous soutenons nos voyants militaires. Nous avons perdu une bataille, c'est normal. On peut perdre une bataille, mais on ne perd pas la guerre, comme le chef l'avait dit. Nos militaires, il y en a qui sont loyaux et qui sont engagés.
Ils sont sous des commandements. Vous avez vu, il y a eu des généraux qui ont fui, qui sont de lâches, ils ont fui, et ainsi de suite. Ici, le problème, c'est quoi? C'est que par moment, l'ennemi a l'équipement qu'il faut pour faire la guerre. À la pointe de la Nous, peut-être qu'on n'en a pas. Pourquoi on n'en a pas? C'est parce que les partenaires que nous avons ne nous donnent pas ça. Pour avoir cet équipement auprès de la Russie, il faut coopérer avec le Russe, il faut signer avec le Russe. Ils vont nous donner ça. Parce que, imagine un peu de drones de France. Des drones fantômes. De France, des Britanniques, des Américains. Si vous voulez déjouer ces drones, vous n'achetez pas en Turquie. Il faut aller chez Poutine. Il faut aller chez le président chinois pour avoir une technologie qui peut rivaliser avec celle-là. C'est notre malheur. Parce que nous croyons encore en la relation qu'il y a entre les États-Unis et la RDC. Mais est-ce que des voix se lèvent de plus en plus? Peut-être que l'issue à cette triste situation demeure des dialogues. Les dialogues, c'est vrai, dans tous les conflits au monde, les gens finissent toujours par parler. Même les pires ennemis se parlent. Ça, c'est vrai. Ça s'est passé, on a vu tous les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, tous les 5, ils ont créé une organisation et ils sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ah oui. Les P5. Ça veut dire, ils se sont vus, ils ont parlé. Dans notre cas, notre position se justifie. Pourquoi? Nous connaissons l'issue pour parler. Cette issue que nous connaissons, elle nous a toujours été imposée. Quelle est cette issue? C'est de dire, en dialogue, ils vont nous dire ceci. Tous les militaires rwandais que nous avons vus, brassage, mixage, que nous avons vus à l'Est, qui sont de Rwandais là, on va nous demander de les intégrer dans notre armée. Donc, ce dialogue-là, je dis que par principe, on échange. Le dialogue n'est pas toujours mauvais, ça c'est vrai. J'ai rappelé ici qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ça. Mais écoute, notre position se conforte davantage. Pourquoi? Tous les militaires rwandais que vous avez vus défiler à l'est du pays, dès que nous annonçons un dialogue avec ces groupes rebelles, la première des choses, il faut prendre les 5000 militaires, les réintégrer dans notre armée. Il faut faire le mixage, il faut faire le brassage. Deuxièmement, ils vont nous demander que chaque fois qu'il y a un commandant des opérations à Goma, il doit y avoir quelqu'un du Rwanda, sous prétexte que ces gens seront là pour sécuriser leurs frontières, pour empêcher les soi-disant FDLR à ne pas traverser, pour garantir la sécurité du Rwanda. Ils vont même nous dire, dans la chaîne de commandement, combien de pourcentage pour les FARDC, combien de pourcentage pour le Rwandais. Ils vont nous dire qu'il faut amnistier tout le monde qui a fait la guerre. Tout le monde qui a tué les Congolais. Tout le monde qui a tué les Congolais. Tous les Congolais, les 3000 là, qui sont plus de 3000 d'ailleurs, parce qu'on parle de 5000. Bilan provisoire. On parle de 5000 personnes qui sont décédées. Tous ces gens qui ont tué, il faut prendre une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale pour laver tout ce monde. Il faut donner de la nationalité congolaise à ceux qui sont venus, qu'ils aient le pouvoir
de devenir des députés nationaux, ils doivent devenir des ministres, ils doivent devenir des gérants des entreprises, ils doivent. C'est connu. Il n'y aura pas un autre dialogue. C'est de dire, moi je veux prendre le ministère de la Défense nationale. Lui, mettez-le aux finances et à l'économie. Mais est-ce que les Congolais sont prêts à accepter cela? Que quelqu'un qui les a tués devienne aujourd'hui ministre de la Défense. Que ces Rwandais que nous avons vus venir soient pardonnés, qu'ils soient amnistiés? Non. Qu'est-ce que le pays gagne? Demain, quand ces accords marcheront mal, il y aura encore le M23 qui va surgir. Et ce seraient nos militaires que nous considérons comme FRDC, parce que brassés et mixés, qui vont se retourner contre leur pays pour se battre au profit du Rwanda. Donc le dialogue ne sert à rien. Le dialogue ne sert à rien recette qui marche dans ces conditions. C'est comme ça que la thérapie du président de la République, elle est beaucoup plus bonne. Laquelle? Il faut dire à ceux qui financent Kagame d'arrêter leur financement. Parce que dès qu'ils ont arrêté leur financement, Kagame ne sera pas le plus fort qu'il est pour imposer des négociations il va s'essouffler et faire revenir le pays dans le même cercle. Voyez-vous? Il faut que la guerre finisse totalement. C'est de dire à Kagame d'arrêter d'être toujours derrière les groupes armés à l'Est pour avoir illégalement les ressources minières. C'est toute la guerre. Vous savez que je suis expert en mine. La guerre, c'est la guerre de minerais. Le Rwanda n'a rien dans son sous-sol. Le Rwanda est le premier exportateur du coltan. Vous voyez? Et donc, la solution doit être à deux niveaux. La première, donc on va dire le premier niveau, c'est de dire à ceux qui financent Kagame d'arrêter de continuer de le financer. Ça, c'est la première solution. À défaut de lui dire d'arrêter, ils doivent dire que ça suffit, ils doivent venir négocier avec la RDC directement, s'ils ont besoin de matières premières. Nous avons un code minier qui est beaucoup plus alléchant, qui est très formidable, et qui peut les aider. Voyez-vous? Deuxième solution, parce que nous sommes dans une complicité victime, nous sommes victimes d'une complicité, nous devons avoir un allié sincère et qui a la technologie à la pointe. S'il faut pactiser avec les Russes, s'il faut pactiser avec Kim Jong-un, du Nord-Corée, hein, de la Corée du Nord, s'il faut pactiser avec les Iraniens, s'il faut pactiser militairement avec le Chinois, il faut le faire pour faire l'équilibre entre les deux blocs. À nos risques et périls. À nos risques et périls, nous sommes déjà dans nos risques et périls. Nous sommes déjà en train de mourir. C'est comme on le dit, on n'a pas peur de pourrir. Voyez-vous? Ça, je les conseille au président de la République parce que je sais que c'est un homme de paix. C'est un homme très humaniste. C'est un homme qui a un cœur. Mais c'est un homme qui n'est pas capable de tuer comme le fait Kagame. Mais dans les conditions actuelles, Monsieur le Président de la République, je sais que c'est difficile de changer votre personne, de vous pousser à devenir comme lui. C'est vrai qu'il vous pousse à devenir comme lui, sanguinaire et tout. Non. Mais une alliance pour sauver notre peuple. Une alliance avec des puissances qui peuvent être sincères avec nous. Je pense que le président de la République est le plus large. Un autre président, à sa place, aurait déjà appelé les Russes. Vous savez ce qui s'est passé avec le président Archange Touadéra? Il a supplié, il raconte une histoire où il a supplié aux Français. Les Centrafricains. Il a supplié aux Français de lui prêter 15 000 armes qu'ils avaient repris de guerre, je pense toujours au Moyen-Orient. Ils ont supplié, la France a dit qu'elle ne pouvait pas.
mais qu'elle pouvait leur donner de nouvelles armes. Les rebelles avançaient dans toutes les provinces de la Centrafrique jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la capitale, Bangui. Quand ils arrivent à la capitale, il va aller pleurer chez les Russes. Le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, Sergueï, va signer avec le président Archange Touadéra. On lui a envoyé des mercenaires. Et ils lui ont envoyé 15 000 armes neuves. Et des mercenaires russes. Bien sûr, s'il faut nous envoyer des mercenaires pour nous défendre, où est le problème? Même s'il faut que les Russes envoient leurs militaires au sol pour combattre, si c'est pour faire l'unité de notre pays, où est le problème? À quel prix? À n'importe quel prix. Parce que la vie des humains, elle vaut plus que l'or, plus que le diamant, plus que tout. Si les gens préfèrent voler les minerais derrière le petit Rwanda, ceux qui viendront par la grande porte, s'ils ont besoin de minerais, pourquoi on ne leur donnerait pas ça pourvu que nous on soit en paix? Avec des contreparties, l'engagement des Congolais, le paiement de certains impôts. S'il faut faire des exemptions fiscales, on va le faire. Maintenant, nous chutons, mais avant-dernière question, peut-être pas de la dernière question, c'est là tout à fait personnel, vous concerne, mais pendant ces temps à l'intérieur, le chef de l'État a lancé une idée de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ouais. Pensez-vous que c'est l'une des pistes de solutions à cette crise? Vraiment, l'union fait la force. Un peuple divisé entre lui-même ne peut pas prospérer. Même une armée divisée entre elle-même, elle ne peut rien faire. L'unité, c'est ce qui est recommandé pour des moments comme ça. Et le président de la République est un visionnaire. Peut-être que les autres ne le comprennent pas. Au moins pour ceux qui aiment encore ce pays, ils doivent comprendre. C'est comme ça que je félicite l'opposant Martin Fayoulou. Il a fait un discours responsable. Peut-être à un seul aspect, lui fait confiance encore au père de l'Église. Nous, on sait que le père de l'Église sont dans une stratégie. Pour eux, dans leur tête, Tshisekedi doit partir. Et ils font tout pour nous coincer, pour nous mettre dos au mur. Nous connaissons le chantage qui viendra après le père de l'Église. La preuve que le père de l'Église sont presque complices de ce qui se passe. Depuis que l'agression a commencé, depuis la prise de Bunagana, jusqu'à aujourd'hui à Goma Bukavu, ils n'ont jamais condamné l'agression. Ils n'ont jamais condamné le M23. Mais quand le pouvoir agit ici à Kinshasa, ils sont les premiers à sortir en soutane pour condamner, pour dire que les choses ne marchent pas. Mais pour le Rwanda avec le M23, le père de l'Église n'a rien dit. D'ailleurs, dans sa proposition, il a dit « J'arrive à Kinshasa, je vais confier la transition à l'Église catholique. » Vous avez déjà appris que l'Église catholique a rejeté cette offre-là? Non, Nanga raconte sa vie, ce n'est qu'une proposition. Ben, Nanga peut raconter sa vie, mais eux, en tant que père de l'Église, connus pour leur intégrité morale, devraient rejeter cette offre. Ils n'ont pas rejeté, ils ont trouvé une raison ou carrément une occasion de se rendre jusque chez Nanga là-bas, parler. Seuls eux connaissent ce qu'ils ont parlé en coulisses. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que l'unité, c'est tout ce qu'on veut. À travers un gouvernement. Si ça peut se constituer... Partage du gâteau. Si ça peut se constituer à travers un gouvernement, il n'y a pas de problème. Tous ces opposants, ce sont des Congolais. Ils sont dans leur pays. Alors, vous vous mettez d'accord, ouais. Nanga dépose les armes. Non. Vous vous mettez d'accord à tout ça. Le but de l'unité... Et à l'Est, Nanga dépose les armes. Le but de l'unité, ouais, c'est d'être unis. C'est de constituer une union. Ça ne veut pas dire que cette union... Qui fait défaut maintenant. Bien sûr, parce que pour l'instant, les Congolaises et Congolais doivent s'accorder qu'ils doivent être ensemble. Ils doivent parler le même langage. Si aujourd'hui, comme le fait le PPRD par exemple, ils soutiennent le Rwanda, ça veut dire que nous sommes à Kinshasa. Au moins nous savons qu'il y a une branche du Rwanda qui est à Kinshasa et c'est le PPRD.
nous serons divisés entre nous. L'ennemi peut utiliser quelqu'un du PPRD pour faire n'importe quoi à Kinshasa. Le PPRD a des militants à Kinshasa. Leur chef Joseph Kabila a dit que le M23 a des revendications légitimes et il a dit même que le Rwanda avait raison de continuer de défendre aux côtés des M23. Ça veut dire qu'il y a déjà un danger. Alors imagine-toi si tous les autres opposants font la même chose. C'est vrai que nous avons la force d'étouffer tout ça, mais c'est aussi mieux de faire l'unité avec les acteurs. Donc pour moi, c'est une idée, on va dire, une très bonne idée. Salutaire. Salutaire. Mais qui peut nous pousser à voir ensemble comment combattre l'ennemi. Donald Kabasele est proclamé député national par la CENI, quelques temps après invalidé par la justice. Et depuis lors, nous n'avons jamais retrouvé le nom de Donald Kabasele dans une ordonnance présidentielle de nomination. Mais hélas, l'homme est toujours au front, en train de se battre, pendant que nous remarquons que beaucoup de caciques de l'Union sacrée se taisent, pour ne pas dire que certains ont déjà fait leur valise. Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. Même le président de la République l'a déploré. Et au moins, certains occupent de postes de responsabilité. Ils sont ministres. Ils sont députés. Mandataires. Ils sont mandataires. Ils ont tout eu pour aider ce pays. Mais ils se taisent. Tu sais, dans leur idée, quand ils se taisent, ils se disent, dans leur imagination infertile, Nanga va venir, s'il vient, moi je vais fuir, je vais aller où? Vaut mieux que je puisse me taire, comme ça quand Nanga viendra, je pourrais dire nous. En fait, c'est un appel de pied à Nanga. Ouais, c'est pour dire nous soutenons les pouvoirs, ceci, cela. Ils auront des postes. C'est ça leur idée. La transhumance. Voilà. Ils ont déjà changé de camp plusieurs fois. Ils étaient avec Mobutu. Ça ne les a pas gênés d'être avec Mouzé, Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils sont avec Félix Tshisekedi. Et ils seront avec les prochains. C'est ce que j'essaie de dire à notre président. Vous savez, avoir un président comme lui, c'est exceptionnel. Moi, je me mets à la place du président et j'essaie de comprendre. Il s'est dit, c'est notre pays à nous tous. S'ils ont quelque chose à apporter, qu'ils viennent. Ce que ne ferait pas un autre président, placé dans les mêmes circonstances de lieu et de temps. Ça veut dire, il s'est dit, il doit y avoir de place pour tous les Congolais. Mais regarde, à des moments où le pays est menacé. Tu as rappelé, moi j'ai été élu, massivement élu. À Kananga. Je pense que les amis qui nous lisent, ils peuvent le dire en commentaire. Quand vous allez à Kananga, on m'a surnommé Idi Yaba. C'est-à-dire? Ça va exploser. Voyez-vous? Vous avez vu vous-même les images des masses que je draine. D'ailleurs, je vais vous donner ces images-là. Peut-être dans l'émission, vous pouvez illustrer, vous verrez. J'ai été massivement élu. J'ai été proclamé élu par la CENI. Mais arrivé à la Cour constitutionnelle, on a pris à ma place quelqu'un qui ne peut plus descendre à Kananga comme ça. Quelqu'un de votre parti politique. Il est de mon parti, je respecte. Maintenant, écoute le drame. La frustration qu'ils ont voulu créer en moi. On prend mon siège de député national. On donne à Madame Eugénie Tchelakamba. Après quelques temps, on la nomme vice-ministre. Ouais. Elle est à l'intérieur. On la nomme vice-ministre de l'Intérieur. Ça veut dire le siège dans lequel moi je pouvais siéger. On lui a donné. Non, mais elle a laissé son suppléant. S'il vous plaît. Maintenant, elle laisse un suppléant. Ça veut dire,
quelqu'un qui ne s'est même pas battu pour ça, qui ne sait même... Alors que moi, j'avais des projets. Moi, quand je voulais devenir député national, c'est pas pour dormir au sein de l'hémicycle, c'est pour proposer des choses qui pouvaient aider mon pays. Mais malgré ça, je n'ai jamais saboté qui que ce soit, je n'ai jamais parlé sur ça. Je ne suis jamais revenu sur ça, je me suis tué. J'ai dit sportivement, on m'a fait le coup, mais cela n'enlève pas mon patriotisme, mon amour pour le président de la République, mon amour pour mon pays. Aujourd'hui, je suis là à dire que Nanga ne viendra pas à Kinshasa. Même s'il venait, il nous trouvera. Nous, on ne va pas fuir. Ça, c'est notre pays. Vous prenez des risques. Je prends des risques parce que c'est pour mon pays que je le fais. Voyez-vous? Et ils sont nommés, ils sont ministres. Ils siègent. Ils sont mandataires. Ils ont choisi de se taire. Pour eux, Félix Tshisekedi est seul. Non, monsieur le président, vous n'êtes pas seul. Nous allons vous aider. Jusqu'au bout, on finira cette guerre. Les gens, il y a un dicton russe qui dit c'est dont le destin est de finir pendu ne se noie pas. Ceux qui pensent que cette histoire va attraper le président de la République, ils ne sont pas des dieux. Ils ne connaissent pas le destin. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a fait avec Félix. Ils ne savent pas comment Félix Tshisekedi est devenu président. Ils seront surpris. Moi, je suis confiant, je suis convaincu que le président Félix Tshisekedi va terminer cette guerre. Mais moi, ma contribution en tant que son compatriote, j'essaie de dire à mon président, cher président, laissez le bloc occidental. Assumons-nous. Allons dans le BRICS. Ils ont du respect pour des nations. Ils ont du respect pour le mort. Ils ont du respect pour leurs partenaires. Ils savent comment traiter leurs partenaires. Ils vont nous donner des armes qui peuvent rivaliser les armes des États-Unis d'Amérique. Tant que nous ne sommes pas avec eux, ils ne vont pas nous donner ces armes. Et les Américains ne nous donneront pas les mêmes armes qu'ils donnent au Rwanda. Les Britanniques ne nous donneront pas les mêmes armes qu'ils donnent au Rwanda. Et sur le plan de l'armement et de l'équipement militaire, nous risquerons de perdre. Je rajoute que cette guerre, c'est une guerre pour piller nos ressources minières. Mais j'essaie de dire à ces États, encore à qui le président fait confiance, vous pouvez venir par la grande porte. Nous sommes des experts en mines. Nous pouvons vous orienter, vous aurez des droits de recherche, des droits d'exploitation. Vous pouvez même avoir des zones spéciales. Vous pouvez faire des choses en respectant le code minier congolais. Vous pouvez vivre au lieu de passer par le Rwanda pour acheter des minéraux volés sur le sang des Congolais. Vous êtes des receleurs. Vous êtes des receleurs. Et les droits internationaux n'ont plus de sens. Quand vous laissez un criminel à la hauteur de Kagame continuer à gérer la région avec des victimes de plus de 18 millions de personnes. C'est grave. C'était donc votre conclusion. C'est grave. Donald, ou vous avez encore une minute? J'essaye de dire à mes compatriotes congolais, les jeunes comme moi, enrôlons-nous dans le rang des FARDC. Devenons une armée même de 5 millions de Congolais. Non, mais peut-être vous terminez. Parce que vous parlez d'armée. Ouais. Il y a du côté des stades de Martyrs aussi, le porte-parole du président de la République qui mobilise pour une armée numérique. N'est-ce pas là aussi un autre front à prendre au sérieux? Je suis d'accord avec l'idée. Ouais. C'est vrai, vous savez que j'avais mis en place une structure de communicateurs de l'Union Sacrée. De plus en plus muet. Non, non, la structure existe parce que toutes les grandes plumes de la communication de l'Union Sacrée, vous savez qu'ils sont avec moi dans cette structure.
même s'ils n'ont jamais été appelés, ils n'ont jamais été contactés. Vous voyez, on a lancé un appel comme ça en ignorant qu'il y a des structures qui existent. On pouvait passer par ces structures. Ces structures pouvaient ramener le peu des communicateurs qu'il y avait. Et si le besoin continue à se faire sentir, on pouvait sortir pour chercher. Mais quand on veut constituer une armée numérique, c'est une armée d'intelligence. Une intelligence artificielle. Ça ne se fait pas comme ça. Une armée discrète. Ça ne se fait pas comme ça. J'ai besoin de dire au directeur de la presse présidentielle que ça ne doit pas se faire comme ça. Parce que on a vu ce qui se passe au stade de Martyrs, c'est plein comme ça. Avec des gens qui se disent constituer l'armée numérique. Non. L'armée numérique, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est plus grand que ça. L'armée numérique, c'est effectivement une armée constituée des hackers, constituée des techniciens, constituée des gens qui vont créer des comptes, qui vont créer ces sites, qui vont passer inaperçus. Constituée des génies des high-tech. Des génies des high-tech qui doivent savoir qu'est-ce qu'ils écrivent. Ils écrivent en français, en lingala, qu'est-ce qu'ils savent faire. Mais ce n'est pas appeler les gens à venir et puis on prend le nom de chaque personne. On dit on constitue l'armée numérique. Non. Non, on enregistre d'abord. Ceux qui ont... Après, certainement, on va tamiser. On va tamiser. Moi, j'aime l'idée, mais le procédé, je ne le trouve pas... On va certainement tamiser. Pas très... professionnel. Très professionnel. Parce que ça ne sera plus une armée numérique. Ça, c'est un recrutement des gens qui vont faire des posts sur Facebook, sur TikTok et tout. Et puis, même si c'était ça, il fallait se référer au grand compte. C'est pas, vous prenez quelqu'un qui a un compte de 2 personnes et vous faites de lui... Non, pas du tout. Si c'était l'idée d'avoir des gens qui ont des comptes déjà, il faut chercher des grandes pages. Des pages qui ont beaucoup d'abonnés. Et que ça soit un peu discret aussi. Ça devrait être discret. C'est quand même un service d'intelligence. Ça devrait être... Bon, en fait, je fais confiance au directeur Guindou. C'est vrai qu'ils ne nous ont pas contactés. Mais je vais rappeler que nous, contactés ou pas contactés, je le ferai comme souvent avec mes moyens. Je vais défendre le président de la République. Voyez-vous? Je vais défendre les pays. Je parlerai toujours pour mon pays, avec ou sans la reconnaissance du directeur Guindou. Et surtout dans ce domaine, on devrait arrêter d'être complaisant. On devrait arrêter d'être complaisant. On devrait vraiment s'y mettre avec des gens qui y travaillent, qui s'y connaissent. Merci, maître. Donc voilà un peu les conseils que je donnerai à nos compatriotes. C'est de s'enrôler massivement dans les rangs de FARDC. C'est d'avoir espoir que notre pays va gagner cette guerre. C'est d'être vigilant dans notre entourage, partout où nous sommes. Parce que ces gens, peut-être qu'ils nous infiltrent, même ici à Kinshasa. Nous devons être seulement prudents, soutenir le commandant suprême pour que cette guerre soit gagnée de fond en comble. Merci à vous, maître Donald Kabassé, les combattants des Sous-les-Bois au parti présidentiel. Je suis convaincu que je vous retrouverai très bientôt pour un acte 2 de cette émission parce qu'on n'a pas tout dit. Merci. Merci à vous. Soutien tous azimuts aux institutions de la République démocratique du Congo et surtout à nos FARDC ainsi qu'aux vaillants Wazalendo. À très vite pour une nouvelle édition des Enjeux. Au revoir.